des opportunités d'offrir des points, des lancers, des sujets aux rédacteurs. Par exemple, ici comme moi, la semaine dernière, j'ai eu une émission sur les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine. Et je trouve ça assez important. Et j'aurais bien savoir ce que pensent les autorités ou bien le monde en Afrique, parce que bien sûr, il y a, il y a, il y a, il y a une très grande relation qui est en train de s'agrandir entre la Chine et les pays africains, surtout avec le projet et ce qu'on appelle le Belt and Road ici aux États-Unis, que les Chinois sont en train de construire des grands projets partout dans le monde. Et ce projet est actuellement en masse en Afrique. Donc, j'aimerais bien savoir comment les sociétés africaines comment elles s'entretiennent avec les Chinois qui sont là pour construire des grands, par exemple, le chemin de fer au Kenya et ensuite d'autres projets aux États-Unis. Donc, ce serait une grande opportunité pour les journalistes partout en Afrique pour m'offrir une idée ou un point de ce qui se passe en ce qu'il s'agit par exemple, des relations entre la Chine et leur propre pays, par exemple. Donc, il y a de grandes opportunités. Donc, puisque nous ne pouvons pas voyager, nous ne pouvons pas envoyer nos journalistes comme on faisait comme auparavant. Les journalistes de la Voix de l'Amérique pouvaient voyager partout dans le monde. Donc, ça fait 6 mois que on s'est plutôt rassasié des voyages et puis on ne peut pas voyager partout dans le monde. Donc, ça rend un peu difficile pour nous de trouver des journalistes qui peuvent rédiger un projet ou encore un reportage sur des sujets qui sont particulièrement intéressants, non seulement à notre émission, mais aussi à l'audience que nous diffusons. Donc, il est important pour nous, par exemple, quand on fait des réunions de lancement de sujets, il est important pour nous que les journalistes puissent non seulement lancer le sujet, mais nous expliquer comment ils vont rédiger le sujet, qui ils vont interviewer, par exemple, et quels points ils vont adapter pour le sujet. Ce qui est important pour nous, par exemple, comme un rédacteur, si je veux un reportage de 3 minutes, il est important que vous me rédigez un reportage de 3 minutes. Il ne faut pas me donner 2 minutes parce que j'ai un trou de 3 minutes dans mon émission. Donc, si vous me donnez 2 minutes, j'aurai 1 minute à trouver quelque chose d'autre pour remplir ce trou. Donc, il est important qu'on fasse une réunion et qu'on soit clair sur les points, les angles du reportage. Et après avoir écrit par exemple le scénario, et vous aurez à montrer le scénario, par exemple, avec le rédacteur et pour qu'il soit en accord à ce que vous allez lui donner. Donc, avant d'enregistrer tout ce que... Il faut avoir un plan. Donc, si vous avez un plan et le plan, on est d'accord avec le plan, donc il est facile pour nous de travailler ensemble et je saurai exactement quand j'aurai le reportage. Le temps de limite est très important aussi. Par exemple, mon émission se diffuse le mercredi à 10h du matin, heure de Washington, ça veut dire 2h, 14h temps universel. Donc, moi, la limite pour moi de recevoir mes reportages, c'est 24 heures avant. Donc, avec ça, je pourrais rédiger ce que je n'aime pas ou encore on peut discuter là-dessus avant l'heure de l'émission. Sinon, ça va me coincer, quoi. Vous m'entendez?
Alors là, je ne reçois pas votre audio. Je vous l'entends. C'est bon? Voilà, maintenant c'est bon. Voilà. Allez. Ok, d'accord. Je demande généralement quels sont vos deadlines, quels sont les deadlines que vous donnez aux journalistes. Ouais, Un deadline. reportage peut prendre 3 mois, 6 mois. Bon, ça dépend, ça dépend. Je donne une semaine. Pour mon émission, c'est une semaine. Je ne donne pas 3 mois, je ne donne pas 6 mois. Si, par exemple, je prépare un documentaire ou un programme spécial, bon, Ouais. ça, je peux vous donner un peu plus de temps, mais sinon, je ne peux pas vous donner, je peux pas vous donner un mois ou 2 mois, c'est plutôt une semaine. Des fois, euh, le deadline est beaucoup moins que ça. Je peux vous donner un deadline de 72 heures, par exemple. Ça dépend, ça dépend du sujet. S'il y a un sujet d'urgence, à présent, par exemple, j'aimerais bien avoir un reportage sur les points en Afrique, dans les pays d'Afrique, qui sont euh, des défis pour les reporters, ou en sorte qui sont des défis pour des gens qui vivent dans ces pays. Par exemple, des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, des gens qui n'ont pas accès à l'électricité, des gens qui n'ont pas accès à l'argent. Comment ils font pour recevoir des informations sur le coronavirus et comment ils font pour fonctionner dans leur propre pays. Donc, j'aurais besoin d'un reportage, par exemple, de 3 minutes. Donc, je vous donne une semaine, il faut me donner un scénario et on discutera là-dessus. Je vous demande 3 minutes. Donc, vous aurez à illustrer, par exemple, une famille ou une personne ou une mère et infiltrer cette image dans un plan du pays. C'est comment est-ce que le gouvernement facilite ces gens à trouver l'accès aux informations et comment cette personne elle-même, elle fonctionne à partir de ces défis au niveau du gouvernement et comment cette personne, elle pourra fonctionner et continuer à fonctionner et dans un plan qui lui donne beaucoup de défis. Par exemple, si la personne n'a pas accès aux réseaux sociaux, la personne n'a pas beaucoup d'argent, la personne n'a pas beaucoup d'eau potable ou encore. Donc, il faut m'expliquer comment est-ce que la personne peut survivre dans un état pareil, dans un scénario pareil. Donc, ce serait pour moi un reportage bien balancé. Donc, j'aurais besoin que vous soyez en contact avec des officiers du gouvernement et aussi d'autres gens qui peuvent fonctionner eux-mêmes et ceux qui ne peuvent pas fonctionner. Comment ils réagissent, par exemple, de manière créative à partir des constraints du gouvernement. Allô? Dans 5 minutes, nous allons commencer avec Madame Gabrielle Brassard-Lecourt. Elle est la seconde panéliste. Donc, elle sera à vos côtés pour discuter de cette thématique. Donc, dans 5 minutes, nous allons commencer avec les participants qui sont déjà présents et qui nous écoutent. D'accord. Je profite également pour vous dire merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est bien aimable de votre part. Merci beaucoup, M. Jean-Michel. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Moi, je suis aux États-Unis, donc j'ose te dire que des fois, c'est un peu plus facile puisque moi, j'ai été en Afrique plusieurs fois. Donc, je sais comment on peut compter les défis dans des pays qui n'ont pas accès à tout ce que moi, ici aux États-Unis,
je peux accéder pour réaliser mes émissions. Bonjour, Madame Gabrielle Drassa-Lecourt. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui, enfin. Ben oui, je suis désolée vraiment pour la dernière fois. C'est moi qui avais mal calculé. Non. La dernière fois, le second panéliste a également eu un souci technique. Donc, il n'avait pas pu participer. Donc, vous deux, vous êtes là aujourd'hui. Je vous dis sincèrement merci. Ben, merci à vous d'organiser ça. C'est vraiment intéressant. Bonjour, Madame Donc, nous allons Gabrielle. commencer. Bonjour. Jean-Michel, ici à Washington, la Voix de l'Amérique. Ah, bonjour, ça me fait plaisir. Moi, bien. Nous allons commencer dans 2 minutes à 14 heures pile et ce webinaire sera diffusé en direct sur la page, sur le groupe Facebook privé, dans le groupe Facebook privé du forum. Donc, ceux qui nous suivent à partir de Facebook peuvent également poser les questions. J'ai nommé des modérateurs qui vont relayer ces questions-là et je vais vous les poser à la dernière minute. Ça va se diffuser en 2 phases. Les 40 premières minutes seront consacrées aux questions que je vais vous poser et les 20 dernières minutes aux questions des participants, pour qu'ils aient aussi des réponses aux préoccupations qu'ils ont. Donc, voilà comment ça va se passer. Parfait. Parfait. Un instant. Nous allons bientôt commencer. Bonjour à tous. Bonjour, Kossi. Nous allons commencer. C'est bien. Je suis Kossi. Nous allons commencer dans 5 secondes. Voilà. Je suis Kossi Elom Balao, le directeur du journal des Confidential Report basé ici à Lomé et le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Un forum qui a été lancé pour aider les journalistes qui couvrent cette crise sanitaire, les journalistes qui se battent au quotidien pour informer le public. Nous mettons à leur disposition des ressources, des informations et des experts de la santé mondiale, des experts de la santé de renommée mondiale qui peuvent les fournir les informations dont ils ont besoin pour mieux travailler et mieux remplir leur mission d'information. Le webinaire d'aujourd'hui a pour thème les journalistes indépendants face à la crise du COVID-19. Les journalistes indépendants sont les maillons d'information des journaux
Et ils sont nombreux, que ce soit en Afrique, en Suisse ou au Québec ou même dans tous les pays du monde entier. Nous avons des journalistes indépendants sans lesquels nous n'aurions pas certaines informations. Mais nous constatons qu'ils sont ceux-là qui sont les plus affectés par cette crise sanitaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de commandes d'articles, il n'y a plus de possibilité pour eux de tirer un revenu convenable. Ils ont cette difficulté également à pouvoir interagir avec le public. En raison du confinement, le journaliste photographe ne peut plus sortir et aller prendre des photos. C'est une crise très anxiogène pour la plupart d'entre eux. Et nous avons remarqué, Madame Gabrielle Brassard-Lecourt, que le 27 mars, vous écriviez sur votre page, votre compte Twitter, que pas de boulot, pas de job, les temps sont durs. Je vais vous présenter à mes participants. Nous avons aujourd'hui, pour discuter de ce thème, Monsieur Gabriel, Monsieur, autant pour moi, Monsieur Jean-Michel Mathurin. Il est le producteur exécutif de La Voix de la Mairie. Il a plus de 25 ans d'expérience en journalisme. Il était metteur en scène pour la chaîne Al Jazeera. Il a également travaillé au sein du média américain CBS News. Et à côté de lui, Madame Gabrielle Brassard-Lecourt, qui a un très long parcours également. Elle est la présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec. Elle est également cofondatrice du collectif Hublot Média. Hublot Média, c'est ça? Et également la responsable d'information de Ricochet. Elle a travaillé pour plusieurs médias également au Québec, entre autres Le Devoir, qui est très connu. Qui est très, très, très connu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour ce webinaire. Merci. Ça me fait plaisir. Madame, vous écrivez le 27 mars 2020 sur votre compte Twitter, pas de job, j'ai perdu entre autres ma chronique chez Métro à cause du contexte actuel et pas de date. Les temps sont durs. Comment vivez-vous cette crise? En fait, je la vis un peu, si vous voulez, à deux niveaux, là. C'est-à-dire que moi, personnellement, comme journaliste, effectivement, là, comme vous disiez en introduction, hein, les journalistes indépendants, on est les plus touchés par la crise et on va probablement aussi être les derniers à être un peu réembauchés, là, entre guillemets, ou en tout cas à avoir des contrats. Faut dire aussi que la crise des médias était précédente à la pandémie. Hein. Il y avait déjà une crise mondiale, en fait, des médias. On se demande tous comment trouver le modèle économique du futur un peu. Et la pandémie, en tout cas dans notre cas ici au Québec et au Canada, a exacerbé le fait que, par exemple, le modèle, au Québec, les médias se basent beaucoup sur le modèle des annonceurs pour vivre, donc les gens qui achètent de la publicité pour les médias. C'était déjà un modèle qui nous semblait, qui était un peu désuet parce que les annonceurs se désengagent des versions papier. Sur le web, ça fonctionne plus ou moins, entre autres parce que tout le monde a maintenant des bloqueurs de publicité sur les médias numériques. Et donc, la pandémie a encore plus exacerbé ce modèle-là, comme en fait, il y a plus d'événements à annoncer. Donc, il n'y a plus d'annonceurs. Donc, les médias, la plupart des médias au Québec, au Canada, ont dû baisser le salaire de leurs journalistes permanents, des fois jusqu'à 50 %. Ils ont perdu environ 70 % de leurs revenus. Et donc, nous, hein, on arrive à la fin de la chaîne, en fait. Donc, oui, la plupart de mes contrats ont été coupés. J'avais donc une chronique au Journal Métro, qui est un journal montréalais quotidien distribué dans le métro de Montréal, que j'avais commencé en janvier. Donc, ça ne faisait pas non plus si longtemps que j'avais ce nouveau contrat-là. Je travaille également à l'éducation aux médias au Québec. Donc, j'avais une grosse tournée des écoles prévues au printemps où je me promenais un peu partout au Québec pour parler aux jeunes entre 12 et 16 ans de notre métier, des fausses nouvelles aussi. Et donc, évidemment, tout ce contrat-là est tombé comme on ne pouvait pas se rendre physiquement dans les écoles.
Et j'ai aussi endossé beaucoup mon titre de présidente de l'Association des journalistes indépendants. J'ai mis sur pied avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec un groupe Facebook qui s'appelle La Pige au temps du coronavirus, qui était vraiment là, qui a été créé pour aider les journalistes indépendants à un peu, premièrement, se retrouver dans les mailles administratives. Le Canada a mis sur pied la prestation canadienne d'urgence, qui est un genre d'allocation, si vous voulez, là, de 2 000 $ par mois sur une période de 2-3 mois. Donc, je voulais aider les journalistes à se dépatouiller un peu dans le système administratif, ce qui n'a pas été évident. Et donc, c'est ça, je vis la crise un peu à deux niveaux, là, moi en tant que journaliste individuelle et aussi en tant que présidente de l'Association des journalistes où j'essaie d'aider le plus possible mes collègues, là, parce que c'est ça, on est à l'ère de la solidarité, là, on l'était avant la pandémie, mais je pense que la COVID appelle encore plus à se soutenir là, ensemble. Merci beaucoup, madame. Pour ceux qui nous suivent en direct dans le groupe privé Facebook, vous pouvez poser vos questions sur le post vidéo. Des modérateurs sont là, ils vont me les faire parvenir. Et si vous nous suivez directement sur l'application Zoom, vous pouvez simplement entrer votre question ou votre message dans la boîte de chat et je vais les adresser aux deux panélistes. Monsieur Jean-Michel, madame vient de parler du cas, de la situation actuelle au Québec. Il n'y a plus d'annonceurs, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de recettes publicitaires pour les médias. Et c'est une situation qui va précariser les journalistes puisqu'il y a les conséquences vont réjaillir sur les journalistes indépendants qui n'ont pas de salaire régulier. Et la question que je vais vous adresser, c'est comment aider les journalistes indépendants à sauver leurs revenus durant cette crise sanitaire? Salut, voilà, salut Kossi, salut tout le monde, merci pour m'avoir invité à ce webinaire. Je suis content d'être là avec vous. Et, bon, pour répondre à la question, il faut tout d'abord, comme tout le monde, le pandémie du coronavirus, ça nous donne non seulement c'est une crise, mais ça aussi nous offre des opportunités. Les opportunités qui demandent qu'on retourne au réseau professionnel qu'on a pu développer comme journaliste. Le point fondamental d'un journaliste, c'est d'avoir des ressources et de développer des réseaux et pouvoir trouver des gens et pouvoir trouver des organisations et offrir des sujets que vous pensez, par exemple, de là où vous êtes, là où vous habitez, qui seront très intéressants à leur audience. Et il faut savoir tout d'abord comment lancer un sujet aux rédacteurs, par exemple. Tous les rédacteurs, ils font toujours des réunions éditoriales chaque jour, parfois chaque semaine, pour lancer des idées. Et pour lancer une idée, il faut toujours avoir un plan. Et le plan d'expliquer au rédacteur comment vous allez développer votre idée, comment vous allez développer votre reportage et comment le reportage sera bénéfique à l'audience de votre organisation. Par exemple, ici, nous, à La Voix de l'Amérique, nous avons une très grande audience. Moi, je suis rédacteur en chef d'une émission anglophone qu'on diffuse en Afrique, dans plusieurs pays anglophones en Afrique. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin des journalistes, par exemple, et des journalistes africains qui peuvent m'expliquer quels sont les défis, par exemple, pour une famille qui n'a pas accès à l'argent, une famille qui n'a pas accès à l'eau potable, une famille qui n'a pas accès aux réseaux sociaux, par exemple. Donc, j'aimerais bien savoir comment un journaliste peut me rédiger un reportage, par exemple, de 3 minutes et m'expliquer comment cette famille, elle fonctionne autour des plans
du gouvernement de leur pays, par exemple. Donc, il faut savoir comment négocier ces points. Il faut savoir exactement l'audience de l'organisation, il faut savoir la direction de l'émission et comment contacter des gens dans votre réseau. Et si vous n'avez pas un réseau, il faut aller partout, on peut aller partout. Par exemple, ici à la Voix de l'Amérique, on a des émissions en plusieurs langues, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traduire votre émission. Si vous pouvez me lancer un sujet et le sujet est intéressant, par exemple, je sais très bien qu'il y a beaucoup de Chinois qui travaillent en Afrique sur des grands projets en Afrique. On a eu une émission la semaine dernière sur les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Mais nous savons très bien que la Chine, pour le moment, a de grands plans en Afrique, le chemin de fer, par exemple, au Kenya, comment les Kenyans, ils reçoivent les Chinois, par exemple, comment ces relations affectent les relations entre les États-Unis et la Chine, parce que ces pays-là, par exemple, le Kenya, par exemple, a une relation très serrée avec les États-Unis et comment cette relation entre le Kenya et les États-Unis affecte les relations entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Donc, pour un journaliste, pour me lancer un sujet, par exemple, pour essayer de me lancer un sujet sur ce plan, il doit avoir un plan et un scénario. Comment ce journaliste il va rédiger ce projet? Est-ce qu'il a accès aux officiels qui sont en charge de ces projets? Est-ce qu'il a accès aux gens qui travaillent sur des chantiers? Comment il va trouver des vidéos, par exemple? Quelles questions est-ce qu'ils vont poser aux gens qu'ils trouvent intéressants pour le reportage? Donc, tout ça là, il faut savoir tout d'abord comment lancer des sujets aux rédacteurs et aux gens qui ont besoin de ces plans. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent dans ce scénario du pandémie, parce que tout le monde est dans le même, dans le même bain à présent et tout le monde est chez soi. Pour moi, par exemple, ça fait au moins 4 mois que je suis chez moi depuis la fin du mois de février que je suis chez moi. Donc, on est en train de rédiger l'émission à partir de chez soi. Donc, on fait des échanges avec les journalistes partout dans le monde. On n'a pas moyen d'envoyer de nos reporters partout dans le monde. On a toujours besoin des reporters qui sont ailleurs du pays, des reporters qui peuvent nous rédiger des émissions, des reportages qui vont présenter le point, qui vont avancer. C'est un mot qui est très important, qui vont avancer le sujet. Donc, il faut me dire quelque chose que je ne savais pas. Il faut me dire quelque chose, il faut informer l'audience. Il faut informer l'audience à un point que l'audience n'avait pas en tête. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Ce que je dirais, c'est de trouver un réseau qui vous permet d'offrir vos sujets et de lancer des points qui seraient intéressants aux rédacteurs et aux organes d'information qui sont toujours à la recherche de tout ça. Madame Gabrielle, à entendre Monsieur Jean-Michel, ça voudra dire qu'il y a un espoir, il y a une opportunité pour les journalistes indépendants durant cette crise. Et je voudrais vous demander, est-ce que les médias pourraient embaucher avant 2021? Ou quels sont les plans B, C et D que les journalistes devraient peut-être envisager? C'est une bonne question. C'est sûr que moi aussi, là, je suis une éternelle optimiste.
D'ailleurs, je dirige aussi un média qui s'appelle Ricochet Média, qui ne fait appel qu'à des journalistes indépendants parce que on n'a pas encore les moyens là, d'engager des journalistes permanents. Et moi-même, étant une journaliste indépendante, ben, ça me fait plaisir aussi de donner des piges à ma communauté. Et vous voyez, ça, c'est un exemple aussi quand même vraiment intéressant. Au début de la pandémie au Canada, la Fondation canadienne du journalisme a lancé, a débloqué des fonds en partenariat avec Facebook, a débloqué 1 million de dollars pour encourager les médias spécifiquement indépendants à couvrir la crise. Donc, nous, on a posé notre candidature et on a obtenu 7 000 dollars de cette bourse-là qui nous a permis, en fait, de faire beaucoup plus de contenu qu'à l'habitude et de faire du contenu spécifiquement sur la crise. Donc, ça nous a permis aussi de donner du boulot, dans le fond, à des journalistes, aux journalistes indépendants qui, par ailleurs, avaient plus de travail ailleurs. Et donc, il y avait du temps pour écrire pour nous. Donc, c'était comme un mal pour un bien, en fait, pour ce qui était de Ricochet. Donc, ça a été vraiment bien et ça nous a permis de couvrir la crise de façon très différente là, des autres médias, comme on fait toujours à Ricochet depuis les 5 ans qu'on existe. On cherche toujours des angles là, un peu champ-gauche avec des sujets qui sont peu abordés par les autres. Donc, ça a permis ça et ça donne un peu d'espoir, justement. Et on a été félicités là, pour notre couverture de la crise. Donc, il y avait ça de positif, en fait. Et sinon, comme M. Mathurin dit, il faut continuer de, comme on dit chez nous, de pitcher, c'est-à-dire de suggérer des sujets. C'est sûr que je pense que moi, je crois qu'il y a un problème plus fondamental que juste, qui nous affecte évidemment les journalistes indépendants, mais c'est qu'il faut vraiment revoir le modèle économique des médias. Il faut qu'on ait une réflexion sur justement sortir du modèle d'annonceur. Nous, par exemple, à Ricochet, on est un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire que notre média n'appartient pas à 2 ou 3 personnes. Là, et on pense que, moi, en tout cas, je suis convaincue que les médias ne devraient pas être les propriétés d'individus. Ça devrait être un bien commun, un outil démocratique qui sert à tout le monde. Et je pense que si on revoyait cette formule-là, ça permettrait, entre autres, d'avoir une plus grande diversité des voix et par la bande, évidemment, de laisser plus de place aux journalistes indépendants. Et ceci dit, comme M. Mathurin disait, il y a plein de médias qui ont toujours besoin, qui sont toujours à la recherche de collaborateurs, surtout des collaborateurs à l'étranger. Nous, en effet, à Ricochet, on a une section internationale. Donc, on est toujours à la recherche de choses qui se passent ailleurs. Pendant la pandémie, on a fait une petite vidéo qui faisait le tour de comment se passait le confinement dans différents pays du monde. Donc, on avait demandé, dans le fond, aux gens de nous envoyer une petite vidéo faite avec leur téléphone. Tu sais, ce n'était pas un format là, aussi professionnel qu'on fait d'habitude. Mais on trouvait ça important de savoir comment le confinement se passait en Algérie, comment il se passait au Sénégal, comment il se passait aux États-Unis, tout ça. Donc, ça a permis ça aussi. Là, la technologie aide quand même, entre autres, et surtout, je trouve, aide les journalistes indépendants qui veulent voyager, qui veulent proposer des sujets de où ils sont dans le monde. Donc oui, là, il y a de l'espoir, c'est sûr. Puis je pense que notre métier reste essentiel. Puis s'il y a un exemple de ça, c'est bien la pandémie, n'est-ce pas? Je veux dire, nous, on a été reconnus comme un service essentiel au Québec, même s'il n'y a pas d'aide financière qui est venue avec ça. Mais quand même, on est les premiers informateurs de ce qui se passe là, par rapport à la crise. Et je ne doute pas que les journalistes indépendants vont revenir sur le front là, à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, madame. Monsieur Jean-Michel, si par exemple un journaliste voudrait pitcher la voix de la mairie ou qu'il souhaite collaborer avec un média à l'étranger, quel angle d'article lui proposeriez-vous?
Bon, tout d'abord, pour un journaliste qui est basé en Afrique, par exemple, il faut maximiser ce que vous avez en main. Par exemple, vous êtes en Afrique, vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes à Lomé ou vous êtes à Kinshasa, moi, je n'ai pas accès à ce qui se passe là-bas. Donc, il faut maximiser ce que vous avez en main. Vous avez accès aux gens qui sont là-bas, vous avez accès aux sujets qui sont là-bas, vous avez accès aux officiels qui sont là-bas. Donc, il faut m'offrir tout d'abord l'accès. Donc, parce que moi, je suis aux États-Unis, je suis à Washington, je n'ai pas l'accès aux gens qui sont là-bas. Ensuite, il faut m'offrir que vous avez le pouvoir d'utiliser la technologie. Par exemple, un téléphone, un téléphone qui vous donne la possibilité d'enregistrer des interviews, par exemple, qui vous donne la possibilité d'enregistrer des vidéos. Je suis sûr que vous aviez suivi ce qui se passe aux États-Unis ces jours-ci, des gens qui utilisent leur téléphone pour enregistrer, par exemple, les entretiens entre la police et les gens qui sont dans la rue. Et donc, ça fait partie de l'accès, ça fait partie de ce que vous aviez en main, ça fait partie de ce que vous pouvez m'offrir que je n'ai pas accès ici aux États-Unis. C'est un. Deuxièmement, il faut savoir ce que le rédacteur lui-même, il a en tête pour une émission. Est-ce que le rédacteur veut parler du pandémie? Il y a le pandémie qui se passe, oui, c'est ça, et c'est une pandémie qui affecte le monde entier, mais il y a toujours des actualités qui continue, le monde continue, la vie continue, donc il y a toujours d'autres sujets qui continuent à évoluer partout dans le monde. Donc, vous avez accès à tout ça. Vous avez accès vous pouvez m'envoyer des vidéos, vous pouvez m'envoyer des photos, vous pouvez m'envoyer des sujets que moi, ici à Washington, que je n'aurais jamais imaginé. Donc, c'est à partir de là qu'il faut m'offrir des points qui peuvent m'intéresser, qui peuvent intéresser l'audience là où l'émission se diffuse. Donc, si vous pouvez m'intéresser à ça, donc là, je vais vous inviter à m'offrir un reportage. Je vais vous inviter à m'offrir un point, un angle, par exemple. Ensuite, vous devez pouvoir me rédiger le reportage à l'heure. Il y a toujours ce qu'on appelle un deadline. Un deadline, une date de limite, parce que nous ne pouvons pas changer l'horloge. Donc, dans notre domaine, nous travaillons toujours contre l'horloge. C'est-à-dire que l'émission se diffuse à 4 heures de l'après-midi. Donc, j'ai besoin de de tous mes reportages à 2 heures de l'après-midi. Donc, je ne peux pas changer 4 heures. Donc, à 4 heures, j'aurai une émission. Donc, s'il y a un défi, s'il y a un contraint, s'il y a des obstacles, il faut m'aviser bien avant pour que je puisse faire une décision et aménager des obstacles. Donc, c'est ça que moi, j'ai toujours demandé aux reporters. Et pour pouvoir lancer des idées, les rédacteurs, ils ont toujours besoin des idées, ils ont toujours besoin des informations, ils ont toujours besoin des angles ou des points qu'ils ne peuvent pas imaginer là où ils sont. Donc, et je veux vous rappeler encore, la pandémie offre une opportunité aux gens qui sont sur place, qui sont en Afrique ou bien partout dans le monde, et que vous savez très bien qu'on ne peut pas voyager. Donc, on va dépendre de vous pour pouvoir me rédiger des informations, pouvoir me rédiger des reportages que je peux utiliser dans mon émission, mais utilisez ce que vous avez, utilisez l'accès que vous avez sur là où vous êtes, l'accès que vous avez. Et par exemple, si vous n'avez pas accès à des équipements assez avancés, mais vous avez accès à un iPhone ou bien, je ne sais pas, d'autres téléphones que vous pouvez enregistrer
des interviews où vous pouvez m'enregistrer des vidéos. Si par exemple, il y a, je ne sais pas, un événement qui se passe quelque part. Et si je trouve la vidéo et la vidéo est importante, et la vidéo explique l'histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas une grande différence si la vidéo est enregistrée par une caméra qui coûte $12 000 ou bien par une caméra qui est sur mon téléphone. Donc, il faut savoir comment offrir ce que vous avez en main, ce que vous avez chez vous et utiliser la technologie que vous avez et utiliser vos réseaux pour pouvoir avoir accès non seulement aux rédacteurs, mais avoir accès aux organes d'information qui vont utiliser vos sujets et vos idées. Madame Gabrielle, vous m'entendez? Oui. C'est une question de l'un des participants. La question dit ceci. Il se pose le souci de l'accès direct des journalistes indépendants aux rédacteurs en chef ou directeurs de l'information pour les freelances ou journalistes indépendants. Je pense que le fait de travailler par intermédiaire en faisant des pitchs n'est pas la bonne personne, nous affecte encore plus, surtout en cette période. Comment permettre aux journalistes indépendants ou aux collaborateurs de bien s'exprimer? Ben, c'est sûr. C'est une bonne question. Je pense que c'est sûr que les rédacteurs en chef, là, puis pour en être une moi-même, là, on reçoit beaucoup, beaucoup de propositions et beaucoup, beaucoup de courriels. Nous, par exemple, moi, je suis assez facile à trouver, là, donc je suis assez facile d'accès en tant que rédactrice en chef, mais j'ai quand même un message automatique qui dit que je vais revenir au pigiste seulement si je suis intéressée au sujet. Pour ne pas perdre trop d'énergie à relancer tout le monde si on n'a pas l'intention de publier. Je pense que c'est important que les journalistes indépendants fassent des recherches avant de pitcher, c'est-à-dire justement s'assurer de trouver la bonne personne à qui proposer le sujet. Puis ça, souvent, la plupart des médias ont une section, par exemple, à propos, où on voit le titre des gens, qui s'occupe de l'information, qui est rédacteur en chef, à qui on peut envoyer des propositions de sujets ou des pitchs. Donc, c'est important de faire la recherche. Puis je dirais encore plus, c'est important de savoir à qui vous pitchez, de connaître un peu un minimum le média auquel vous voulez proposer un sujet. Moi, personnellement, je le vois tout de suite quand c'est un sujet qui est envoyé de façon un peu, je dirais, générique, c'est-à-dire que clairement, le journaliste l'a proposé à 5 autres médias. Puis nous, ben, ça nous intéresse moins et on a envie de se sentir un peu unique, là. Donc, puis, ou sinon, c'est des sujets qui sont pas du tout en lien avec notre, ce qu'on fait ou notre ligne éditoriale, tout ça. Donc, je vous dirais, là, c'est important de prendre quand même quelques minutes pour vous assurer justement de faire des recherches. Puis ça, juste en allant sur les sites web des médias, vous pouvez trouver la bonne personne à qui envoyer votre pitch et profitez-en aussi pour vous promener sur le site, voir un peu c'est quoi le genre de sujet que ce média-là fait, qu'est-ce qui pourrait intéresser ce genre de média avec les angles que vous voyez dans les autres contenus. Donc, puis c'est ça. Donc, puis évidemment, quand vous écrivez au rédacteur en chef pour lui proposer un sujet, faites pas des fautes d'orthographe. Moi, c'est sûr que tout de suite, quand je vois ça, je me dis, bon, ben, je vais laisser tomber parce que j'ai envie de travailler avec des professionnels. Là. Donc, dans le sens que relisez-vous un peu, là, justement, pour vous assurer de bien vous exprimer, que votre sujet soit clair et concis. Moi, des fois, je reçois des articles qui sont déjà tout faits. Puis ça, je trouve que c'est vraiment beaucoup de travail, un peu pas perdu, mais dans le sens que si je ne le prends pas, ben, c'est du travail que vous avez fait pour rien. Donc, avant d'envoyer un article de 4-5 feuillets, proposez plutôt un petit synopsis de quelques lignes qui dit voici mon sujet, voici les intervenants que je voudrais avoir dans mon reportage et voici pourquoi je vous le propose aussi. C'est quoi le lien avec l'actualité?
pourquoi ce serait intéressant pour notre média précisément et tout ça. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Puis, ça a l'air un peu de base, là, de faire de la recherche pour savoir à qui s'adresser, puis savoir un peu quel sujet traite le média. Mais moi, je constate dans les offres, les propositions que je reçois que des fois, il y a des gens qui ne prennent pas cette peine-là. Donc, ça vaut la peine de faire plus de travail en amont pour vous assurer que votre sujet se rende là. C'est ça que je dirais. Non, on ne vous entend pas, que si je pense que votre Vous micro m'entendez? est... Voilà, on vous entend maintenant. Voilà. Il y a un participant qui pose cette question. Il veut savoir s'il y a un accompagnement aux journalistes indépendants de par le monde durant cette période de la pandémie. Comment? Je n'ai pas bien saisi la question. Un participant demande s'il y a voilà. Y a-t-il un accompagnement aux journalistes indépendants de par le monde durant cette période? Un accompagnement. Voilà. De par le monde, je ne sais pas. Nous, c'est ça. Au Québec, on a l'Association des journalistes indépendants. Là. Donc, souvent, on a des questions, des fois, de gens qui viennent, qui sont ailleurs. Mais c'est sûr que c'est une association là, de laquelle les journalistes doivent être membres, donc payer une petite cotisation annuelle. Mais je suis convaincue qu'il y a des ressources internationales là, qui existent pour les journalistes. Là. J'avoue que je ne les connais pas par cœur, là, mais je suis sûre qu'en faisant une recherche, ça existe. Là. Je sais notamment que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, là, de laquelle je suis membre aussi, est en train de traduire justement un document qui a été fait par une université américaine et qui est fait pour les salles de rédaction américaines et ça donne un peu des guidelines, là, en guillemets, sur comment couvrir la crise. Donc, je sais que ce document-là est traduit par nous en français. Il va aussi être distribué dans nos salles de rédaction. Si je peux mettre la main dessus, là, je pourrais peut-être vous l'envoyer une fois qu'il sera traduit. Mais après ça, pour de l'accompagnement, ouais, je ne sais pas trop. Peut-être, M. Mathurin, vous avez plus de réponses que moi. Oh, bon, j'ai pas vraiment beaucoup à ajouter là-dessus. Donc, et je sais qu'il y a des plateformes où les journalistes ici aux États-Unis, des journalistes indépendants j'utilise. Par exemple, si vous pouvez faire des recherches sur Google, par exemple, si on a besoin d'un reportage, je ne sais pas, dans un endroit assez loin, on peut faire des recherches. C'est pas exactement le nom, je ne me rappelle pas du nom. Je crois qu'il y a un qui s'appelle Story Hunter ou quelque chose comme ça, mais je ne me rappelle pas exactement du nom, mais je suis sûr qu'il y a des plateaux ou encore des organisations qui s'occupent des journalistes indépendants, là où vous pouvez développer des réseaux ou des points de contact, par exemple, où vous pouvez vous présenter. Parce que moi, si par exemple, j'ai besoin d'un journaliste pour rédiger un reportage, je veux savoir tout d'abord, comme Gabriel vient de le dire, je veux savoir un peu du journaliste. Est-ce que c'est une personne à l'expérience professionnelle? Est-ce que vous avez des exemples de reportages que vous aviez déjà réalisés? Comment est-ce que moi je peux évaluer ce que vous aviez déjà fait à partir des exemples et comment on peut adresser, par exemple, l'angle du reportage et comment vous pouvez m'expliquer et comment vous allez trouver des points, des vidéos, des interviews et tout cela. Parce que quand j'ai besoin du reportage, ce n'est pas le temps pour moi d'essayer de me présenter, ce n'est pas le temps pour moi d'essayer de
de faire des points sur votre biographie. Je dois savoir, et ça doit être disponible pour moi assez rapidement pour que je puisse évaluer la personne que je vais engager, parce que je n'ai pas vraiment le temps. Parce que d'habitude, si j'ai besoin d'un reportage, je suis à la recherche d'un journaliste indépendant, je leur donne à peu près une semaine. Si par exemple, aujourd'hui, c'est jeudi, c'est à Washington, c'est jeudi matin. Mon émission, c'est pour mercredi prochain. Donc, si je suis à la recherche d'un journaliste aujourd'hui, je dois avoir les informations du journaliste lui-même et je dois pouvoir lui contacter aujourd'hui. Et je dois savoir des informations de base qui peuvent me calmer un peu et je serai un peu confiant que j'aurai ce que j'ai besoin dans 2 ou 3 jours. Donc, je ne vais pas apprendre dans 3 jours que la personne que j'ai embauchée n'a pas accès aux équipements, n'a pas accès à la technologie, n'a pas accès aux formes de transportation pour pouvoir éditer le reportage. Donc, ça me trouble un peu. Et ce que je dirais, c'est que le temps de vous présenter, c'est bien avant d'essayer de faire un pitch de votre reportage ou bien de contacter le rédacteur. Oui, madame, il y a un participant qui demande actuellement, est-ce qu'il existe une liste exhaustive des médias qui sont prêts à publier les articles des journalistes indépendants? Est-ce qu'il se trouverait est-ce qu'il existe quelque part une liste exhaustive des médias qui sont prêts à diffuser les sujets de journalistes freelance? Le journaliste qui pose cette question dit qu'il est dans la vidéo. Dans le monde ou au Québec, au Canada? Ou... Dans le monde. Dans le monde? Dans le monde, au Québec, que ce soit au Québec, dans le monde en général. Moi, honnêtement, je connais pas ce genre de liste. Puis en tout cas, je sais qu'au Québec, on essaye d'en faire une, là, mais qui change beaucoup parce que la situation des médias étant ce qu'elle est, il y a des médias qui disparaissent, donc qui ferment, il y en a d'autres qui ouvrent. Donc là, qui ont des nouvelles possibilités pour les pigistes. Ceux qui disparaissent, bien évidemment, on perd une voix. Et après ça, ça dépend aussi, on sait qu'il y a des médias, comme nous, notre média public, par exemple, s'appelle Radio-Canada. En général, ils ne prennent pas beaucoup de pigistes ou de journalistes indépendants, mais des fois, ils en prennent, surtout quand il y a un événement international où ils n'ont pas de ressources là-bas et pas de correspondants. Donc, c'est toujours un kit ou double dans le sens que moi, je vous dirais, même si vous n'êtes pas sûr si un média prend des sujets de journalistes indépendants, pitchez. Plus vous pitchez, plus vous risquez de, à un moment donné, quelqu'un vous dise oui. Mais c'est sûr que pour, je ne sais pas, moi, peut-être le tiers des pitches que vous faites, bien, vous allez vous faire dire oui, puis le 2 tiers, vous allez vous faire dire non. Mais ça c'est sûr que c'est beaucoup d'énergie, puis c'est beaucoup de temps. Mais aussi, vous ne savez pas si à un moment donné, un média vous dit oui, puis là, bien, il peut devenir un client régulier pour vous, tu sais. Donc, il faut, moi, je pense qu'il faut persévérer, mais je ne pense pas qu'il y a de registre mondial là, de médias qui prennent des pigistes parce que, comme je vous dis, ça dépend toujours de la conjoncture, des événements, de où vous vous trouvez dans le monde. Des fois, les médias ont des petites enveloppes justement pour prendre des collaborateurs externes. Des fois, ils n'en ont pas. Ça dépend aussi beaucoup de leurs moyens. Hein? Puis comme les moyens sont un peu justement instables en ce moment, c'est pas évident. Mais moi, en tout cas, je sais que quand j'ai commencé ma carrière, je pitchais à des médias que je respectais, que j'admirais, avec lesquels j'avais envie de collaborer. Donc, je prenais une chance. Donc, des fois, ils me disaient non, des fois, ils me disaient oui, mais c'est ça. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y a de registre. En tout cas, pas que je sache. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a tellement de questions. Il y a encore un autre participant qui demande ceci.
est-ce que je peux soumettre des propositions d'articles à M. Jean-Michel Mathurin et Mme Gabrielle? Par exemple, au Burkina Faso, la population est confrontée à un problème d'accès en eau qui entrave la lutte contre le coronavirus. Pour moi, ici à la Voix de l'Amérique, j'aimerais bien vous faciliter la tâche et conduire votre demande aux gens qui sont dans notre division de l'Afrique francophone, qui sont très intéressés. Donc, ils ont des émissions, ils ont plusieurs émissions, donc j'aimerais bien vous faciliter la tâche d'acheminer votre demande ou votre pitch. Ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter ou ils vont diffuser immédiatement votre pitch, mais je serais content d'essayer d'acheminer vos pitchs ou vos offres des idées ou de tout cela, ou essayer de vous introduire aux responsables, aux rédacteurs qui sont responsables des émissions, surtout des émissions francophones. Pour moi, pour mon émission, donc, j'ai des points hebdomadaires. Donc, chaque semaine, on fait une réunion éditoriale chaque semaine. Donc, on choisit un sujet. Et, par exemple, la semaine prochaine, c'était sur les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine. Avant ça, c'était les émeutes ici aux États-Unis. Et la semaine prochaine, on aura une interview avec John Bolton, qui était chef je ne sais pas comment on dit ça en français, National Security Advisor, le conseiller de sécurité nationale à la Maison-Blanche, qui a écrit un livre. Donc, on a eu une interview avec lui. Donc, le sujet de l'émission sera autour de ça. Donc, chaque semaine, on a un sujet. La semaine après, ce sera sur l'inondation des produits en plastique partout dans le monde. Donc, j'aimerais bien avoir, par exemple, un point, comment ça se fait en Afrique, comment est-ce que vous faites et pour des produits en Afrique, comment les gérer ou quoi. Moi, je ne sais pas ce qu'on fait avec les produits en plastique en Afrique. Donc, tout ça là, on a des émissions bien des points ou encore des idées bien spécifiques sur notre émission chaque semaine. Mais pour des émissions francophones à la Voix de l'Amérique, ils sont plus élargies. Donc, je peux essayer d'acheminer vos offres ou vos idées au rédacteur en chef ici à la Voix de l'Amérique sur les sujets qui seront intéressés à l'audience, surtout l'audience francophone en Afrique. Puis, nous, dans notre cas, on est toujours à la recherche là, de nouveaux collaborateurs, là, notamment ce qui se passe à l'international, parce que, bon, disons que l'information internationale au Québec, c'est pas très c'est un peu pauvre, là, c'est un peu le parent pauvre de l'information. Puis moi, je lutte beaucoup contre ça parce que j'ai notamment étudié en journalisme international. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une section internationale quand j'ai cofondé Ricochet. Donc, vous pouvez toujours nous envoyer des pitchs là, à l'adresse rédaction@ricochet.media. Ça se peut qu'on prenne un certain temps à vous répondre parce qu'on n'est que deux, on est bénévoles. Par contre, on paye tous nos journalistes là, avec qui on travaille, mais justement, on a aussi des moyens limités parce qu'on est un média indépendant. Mais vous pouvez toujours vous essayer. C'est ça. Il faut être un peu patient. Puis nous, comme je vous disais, on cherche des sujets un peu, donc, un peu champ gauche. Hein, je peux vous donner un exemple. Là, pendant la pandémie, on est les premiers là, au Québec à avoir parlé des conditions des prisonniers dans les prisons canadiennes qui, donc, les employés avaient... il n'y avait pas
de mesures sanitaires qui étaient mises en place dans les prisons et de l'autre côté, les prisonniers n'avaient plus accès à aucun service là, de psychologie, de travail social, d'aumônier. Et donc, la tension montait un peu, en plus que les prisons sont souvent surchargées, donc la distanciation sociale était très difficile à faire. Donc, nous, on a mis ça en lumière là, rapidement, mais on était les seuls là, à en parler. Finalement, d'autres médias ont repris cette nouvelle-là par la suite. Mais c'est un peu le genre de sujet qu'on cherche, c'est-à-dire des angles un peu morts de l'actualité. Donc, comme on n'est pas non plus un quotidien, on n'est pas non plus un magazine, là, mais disons qu'on essaye de trouver des sujets qui sont quand même dans l'air du temps et reliés à l'actualité, mais qui ne sont pas nécessairement sur l'actu chaude du jour même. Donc, ça permet un certain temps pour aller chercher, par exemple, des intervenants un peu plus originaux, des angles un peu plus, justement, un peu champ gauche et tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et bon, bien évidemment, le fait qu'on soit numérique, hein, on fait de l'écrit, mais on fait aussi des photoreportages, des podcasts et des vidéos. Donc, vous pouvez nous proposer là, toutes sortes de formats. Comme je vous dis, et comme Jean-Michel dit, ça ne veut pas dire qu'on va répondre, qu'on va prendre votre sujet. Mais essayez-vous parce que on est toujours à la recherche. Madame, lorsque on est journaliste au Québec et qu'on est membre de l'Association des journalistes indépendants du Québec, est-ce que ça voudra dire qu'on est un peu à l'abri de la précarité? Quel avantage les journalistes ont à être membres de votre association? Bien, en fait, nous, c'est sûr qu'on n'est pas un syndicat, hein, donc puis on est quand même, on est affilié à un syndicat là, qui s'appelle la Fédération nationale des communications, donc qui nous aide là, à faire de la représentation politique sur nos conditions, justement. Donc, moi, j'ai travaillé là, dans les dernières semaines à faire beaucoup de lobbying auprès des politiciens pour prolonger la prestation d'urgence canadienne parce que la prestation canadienne d'urgence qui devait se terminer en juillet. Mais nous, on a fait valoir le point que c'est le seul filet social que les journalistes indépendants ont, hein, parce qu'on n'a pas accès, par exemple, à de l'assurance chômage ou à de l'assurance emploi, comme on n'est pas salarié. Et donc, cette prestation, là, qui est une mesure temporaire qui a été mise en place très rapidement par le gouvernement du Canada pour aider les travailleurs autonomes essentiellement. Donc, on a fait beaucoup de représentations pour la prolonger. Donc, elle est finalement prolongée jusqu'en septembre. Et même en septembre, je ne sais pas vous, là, dans vos pays respectifs, mais nous, au Québec, au Canada, les médias ne sont pas inclus dans la relance économique du pays. Donc, malgré qu'on soit un bien essentiel, il n'y a pas vraiment de mesures financières qui ont été annoncées pour supporter les médias, alors que toutes les autres sphères pratiquement ont eu du soutien, là, surtout les commerces et tout ça. Donc, c'est ça. Mais être membre de la GIC, donc de l'Association des journalistes, c'est surtout être membre d'une communauté. Hein, donc, on organise souvent des événements sociaux où on peut réseauter, on s'entraide aussi justement pour trouver des contrats. Donc, quand il y a des offres d'emploi, on a un groupe Facebook privé hein, réservé aux membres dans lequel on met des offres de contrats, des offres d'emploi et aussi on peut poser des questions sur justement notre facturation, les aides auxquelles on a droit et tout ça. Je ne dirais pas que ça protège la précarité, mais au moins, ça la solidarise dans un sens, ou dans le sens où on est tous précaires ensemble, donc on se sent un peu moins seul. Et on se pose des questions. On a aussi des discussions, des réflexions sur justement comment on pourrait améliorer nos conditions. Est-ce qu'il faudrait qu'on se syndicalise? Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse plus de pression auprès des gouvernements pour avoir une aide permanente pour les gens qui sont précaires comme nous? Donc, c'est ce genre d'avantage-là qu'on peut avoir. Vous venez tout de suite de parler de la syndicalisation et je voudrais vous demander, ce sera ma dernière question pour vous. Est-ce qu'en dehors de tout ce qui a été dit, vous avez d'autres conseils à fournir aux journalistes parce que l'objectif, c'est de leur permettre de vraiment sauver leur revenir, de pouvoir survivre durant cette crise? Vous avez autre chose à partager? Bien, je pense que, en tout cas, moi, je sais que malgré nos situations pas toujours faciles, là, ce qui m'aide beaucoup, c'est justement d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté.
Donc, par exemple, de participer à ce genre de webinaire-là ou de rencontres, je trouve ça extraordinaire parce que ça permet de créer des liens, de se faire des nouveaux contacts ailleurs dans le monde. C'est extraordinaire, je trouve. Puis, au Québec aussi, là, on est une petite communauté, mais on est très soudés. Moi, je connais pas mal tous les journalistes, en fait, qu'ils soient salariés ou pas, même, parce qu'en tant qu'indépendant, on travaille avec plusieurs médias aussi. Donc, ça permet ça aussi d'étendre le réseau. Donc, on ne sait jamais quelles opportunités là, on peut avoir. Moi, je suis journaliste indépendante, mais j'ai aussi fait un master là, il y a quelques années dans l'optique de pouvoir enseigner le journalisme éventuellement. Et c'est ce que je vais faire là, à partir de l'automne. Donc, par un contact, une ancienne journaliste qui, elle, est rendue dans l'enseignement, m'a transmis une offre d'emploi pour être professeur de journalisme. Donc, on ne sait jamais. Moi, je trouve que le réseautage, c'est la grande force. Donc, n'hésitez pas à discuter avec des gens, à, à leur écrire, à les contacter, à échanger. C'est vraiment ça, je trouve, la force. Puis, même si nos conditions sont un peu précaires, on a aussi une belle liberté. On peut justement travailler avec plusieurs médias différents, se créer un grand réseau, trouver plein de sujets originaux en discutant avec des personnes différentes. Donc ça permet ça aussi quand même d'être journaliste indépendant. Là. Ça permet vraiment une grande liberté et de créer un grand réseau. Donc, n'hésitez pas là, à aller vers les autres, même si c'est une chance. Ça se peut que vous fassiez dire non. Moi, des fois, je propose des sujets, je ne me fais même pas répondre. Je n'ai même pas un accusé de réception, mais ça arrive. Là. Même moi-même, en tant que moi-même qui donne des sujets, des fois, je ne réponds pas toujours. Donc, faut s'armer de patience, mais en même temps, quand ça fonctionne, on ne sait pas où ça peut nous mener. Donc, il ne faut pas hésiter à foncer. Là. Monsieur Jean-Michel, nous rappelons que vous avez plus de 25 ans d'expérience en journalisme, que vous avez travaillé avec les plus grandes chaînes. Quel a été le secret? Quel conseil voudrez-vous, par exemple, donner à ces journalistes qui veulent avoir le même parcours que vous, vous emboîter le pas? Bon, tout d'abord, en me rappelant 25 ans sur le domaine, ça veut dire que je suis vieux. Merci quand même aussi pour me rappeler. Je dois vous dire que c'est pas vraiment un secret, c'est de savoir comment résoudre des défis et comment traverser des obstacles, comment travailler avec tout le monde. Ce ne sera pas facile. Donc, il y a toujours, chaque organisation a sa structure. Et il faut savoir comment s'accommoder avec cette organisation. Il faut savoir comment développer son réseau professionnel, comment utiliser la technologie et comment communiquer avec le monde autour de soi. Essayer de communiquer avec tout le monde, développer son réseau et surtout essayer de parler avec tout le monde et de leur expliquer ce que vous avez en tête, ce que vous voulez faire. Et aussi, suivez d'autres gens qui sont dans le domaine, d'autres gens qui fonctionnent dans le domaine. Comment élever, par exemple, mon point ou comment élever mes reportages à niveau international. Il faut que je sache ce que les rédacteurs en chef, ce qu'ils ont besoin, à quel niveau qu'ils veulent le reportage. C'est-à-dire que Al Jazeera, par exemple, ils ont besoin d'un niveau différent que CBS ici à Washington ou bien La Voix de l'Amérique. Ça dépend de leur audience. Donc, il faut savoir comment résoudre ses propres obstacles. Donc, si je donne un reportage à quelqu'un, il ne faut pas m'appeler chaque seconde pour me dire que il y a un petit problème par-ci, un petit problème par-là. Il faut savoir comment résoudre le problème vous-même. Il faut savoir comment acheminer
aux résultats. Donc, il faut aussi savoir comment atteindre le temps limite de deadline, qui est très, très, très important pour nous. Ce que Gabriel vient d'expliquer, et il y a un moment, c'est qu'ici aux États-Unis, surtout, on est très occupé, on n'a pas beaucoup de temps, donc toutes les heures de la journée et sont déjà occupés, donc on n'a pas vraiment beaucoup de temps à discuter, à essayer de faire des points. Donc, il faut savoir comment se dégager et se mettre en place et être prêt à régler des points qui vous offrent des obstacles. Ensuite, et il faut savoir comment se mettre disponible pour que l'organisation vous trouve sympa aux obstacles ou encore aux besoins de l'organisation. L'organisation a toujours besoin d'idées, toujours besoin d'informations, toujours besoin d'accès. Donc, si vous pouvez faire tout ça, donc ce sera très, 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 très cool pour eux. Donc, vous serez toujours, ils auront toujours besoin de vous. Nous informons les participants que ce webinaire est enregistré. Il sera publié dans les 24 heures qui suivent sur la page YouTube du Centre international pour les journalistes et celui du réseau international des journalistes. Le Centre international pour les journalistes a également lancé une enquête, un sondage sur la façon dont cette pandémie transforme le journalisme. Nous vous prions de vouloir bien remplir ce questionnaire, de nous donner votre avis sur la façon dont cette crise sanitaire a impacté votre travail. Et également, nous remercions Monsieur Jean-Michel pour sa disponibilité, également Madame Gabrielle Brassard-Lecourt pour les échanges que nous avons eus, pour la qualité surtout des discussions. Nous vous disons sincèrement merci. Et nous vous invitons également à nous rejoindre sur Facebook. Nous avons un groupe privé, le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, qui réunit les journalistes francophones du monde entier. Et si vous avez participé à ce webinaire et que vous n'aviez pas eu les réponses à vos questions, et que vous repartez toujours affamé et que vous n'avez pas été satisfait, il y a le lien d'un sondage qui est également lancé. Vous avez ça dans la boîte de discussion, dans la boîte de chat. Vous pouvez simplement le remplir et nous donner vos impressions afin de nous permettre d'améliorer les prochains webinaires que nous allons organiser. Nous vous remercions pour votre disponibilité, pour avoir participé et vous souhaitons une très bonne journée, une très belle fin d'après-midi à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.